Bien, je vous propose de démarrer sur cette deuxième table ronde formation du technicien de demain. Je vais appeler les 4 intervenants. Stéphanie Mulat, directrice de VitaFire. Thierry Kowalski, le gérant d'ASE au service de l'énergie. Samuel Cohen, le co-gérant du groupe Sabeco. Et Yannick Bigot, président de NJ Home Service. Installez-vous, on peut les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, ici, dans l'espace de conférence. Voilà, soyez les bienvenus, tous les 4. Comme pour la première table ronde, je vais vous demander en vraiment très peu de temps de nous dire ce que vous faites, qui vous représentez. On va commencer par vous, Stéphanie Mulat, donc VitaFire. Moi, quand je vous ai appelé, j'ai dit bêtement VitaFire, sans faire le lien avec évidemment votre activité, et c'est important de le prononcer à l'américaine, à l'anglaise. Please, could you explain to us what is VitaFire? Bonjour à tous. Bonjour. Alors VitaFire aujourd'hui est une société de maintenance des appareils de chauffage au bois. Donc Je vais vous demander de mettre le micro un tout petit peu plus proche. Voilà, il touche le menton. Voilà. Ah, ok, pardon. Un exercice qui est compliqué. Donc société de maintenance, donc nous on réalise la maintenance des appareils de chauffage au bois. Donc que ce soit des poêles à granulés ou des chaudières granulées au bois. Donc vraiment notre spécialité, la maintenance des appareils de chauffage au bois. Merci. Thierry Kowalski. Multimarque. Thierry Kowalski, donc vous êtes le gérant de ASE au service de l'énergie. Oui, bonjour. Donc société ASE, donc entretien de dépannage de chaudières 100%, de chaudières gaz, chaudières fuel, solaire et pompe à chaleur. Vous êtes dans quelle région? Donc la région de Nantes, à Orvaux, dans la périphérie de Nantes. Merci. À vos côtés, Samuel Cohen, vous êtes le co-gérant du groupe Sabeco que vous co-gérez avec votre frère Benjamin, c'est bien ça, et c'est créé de toutes pièces. C'est ça, bonjour, merci de l'invitation. Donc moi je suis co-gérant, on a créé Sabeco en 2013, il y a 9 ans, et on est basé à Lyon et dans les Deux-Savoies, et on fait tout ce qui est installation de tout ce qui est sanitaire, plomberie, chauffage, ventilation, climatisation. On est des installateurs. Merci. Et à l'autre bout, c'est Yannick Bigot. Bonjour, vous êtes le président d'NJ Home Service. Est-ce qu'il faut encore présenter NJ Home Service, Yannick? Peut-être. Oui. Donc NJ Home Service, filiale d'NJ, c'est un acteur assez important sur ce marché. Et par ailleurs, donc un membre du SINASAF depuis toujours. Donc c'est une société qui a un grand historique, qui a près de 50 ans d'existence, qui compte plus de 5000 salariés et 200 sites en France. Donc évidemment sur les chaudières gaz, ça c'est l'historique du métier, mais aussi les autres chaudières, et puis de plus en plus les pompes à chaleur, les climatisations, etc. Je vous garde, Yannick, pour commencer tout de suite. Cette conférence s'intitule, parce qu'il faut bien trouver des titres toujours un peu vendeurs, le technicien de demain. Et dès que nous avons abordé ce sujet, mais vous m'avez dit, mais Jérôme, avant de parler de la formation du technicien de demain, est-ce qu'on pourrait déjà parler de la formation du technicien d'aujourd'hui? Et au lieu de faire de la prospective, se dire aussi qu'aujourd'hui prépare demain. C'est un peu une porte ouverte que j'enfonce, mais c'est ce que nous avons eu comme conversation. Oui, alors ça fait vraiment le lien avec la première conférence, puisque le sujet du recrutement est un sujet clé pour tout le secteur. On l'a dit, on recrute beaucoup de jeunes ou de gens en reconversion. Donc de gens qu'on a besoin de former presque de A à Z. Donc l'alternance est une des solutions à laquelle je crois aussi beaucoup. Nous avons 360 alternants. On parlait de recrutement, on recrute plus de 100 personnes par mois. Donc derrière ça, il y a des besoins de formation considérables dans des métiers qui sont des métiers techniques, avec des techniques qui se diversifient. Donc c'est plus seulement la chaudière gaz, c'est aussi de plus en plus d'autres appareils, vous le savez tous, hein, les pompes à chaleur RO, RR, etc. Donc l'effort de formation est absolument indispensable dans nos métiers. Nous, on y consacre de grands moyens, puisqu'on dépense plus de 5% de la masse salariale en formation. Et nos objectifs en formation sont évidemment des objectifs de qualification technique, avec cette diversification des techniques et des appareils dont je parlais. Mais on a aussi des objectifs autour de la sécurité. La sécurité d'abord de nos techniciens, qui sont autonomes sur le terrain, donc ils doivent prendre en charge leur propre sécurité. La sécurité de nos clients. Et dans le domaine des chaudières à gaz, vous le savez, on a quand même
toujours ce sujet clé du monoxyde de carbone. Donc c'est un des axes importants pour nous de formation. Et puis, de plus en plus, nos techniciens sont aussi l'image de l'entreprise et sont aussi des commerçants, potentiellement. Donc, les former à la relation client, les former au conseil et potentiellement au commerce, ça, c'est aussi une évolution où nous avions historiquement des techniciens qui traitaient une chaudière, pas un client. Et aujourd'hui, on leur demande de gérer un client. On reviendra peut-être sur la composition un peu couteau suisse peut-être du technicien de demain, voire d'aujourd'hui. Revenons sur, puisque vous faisiez le lien entre la première et la deuxième table ronde, il a été question de l'accompagnement, donc la formation aussi. Vous, leader, filiale d'un grand groupe leader, je suppose qu'en matière de formation, vous avez des équipes bien structurées pour évidemment les suivre de A à Z et ne pas les lâcher trop tôt dans la nature. Absolument. Alors nous avons 7 centres de formation, un dans chaque région, plus un centre national, une équipe qui organise tout cela. Alors c'est un monde particulier par rapport aux PME qui constituent la majorité du SINASAV. Et on organise des formations importantes, notamment pour la reconversion ou la diversification vers la pompe à chaleur, puisque c'est un autre métier ou une autre technique. Et puis il y a tous les jeunes qu'on rentre, qu'on forme au fil de l'eau. Donc une fois encore, c'est une structure importante et un élément stratégique pour l'entreprise. C'est un investissement au quotidien qu'on fait dans la formation. Thierry Kowalski, vous, quelque chose qui vous révolte, c'est le fait que les centres de formation parfois ferment. Vous dites c'est aberrant, alors quand vous entendez un représentant d'une grande filiale comme ça qui dispose de ses propres centres, je suppose que ça doit vous faire rêver, mais d'un autre côté, il y a quand même un peu un homme en colère sur le fait que les centres ne soient pas remplis. Oui, c'est vrai, parce qu'on a besoin énormément de personnel. Et nous, dans notre région, le centre AFPA, par exemple, la session de chauffage a fermé. Et tout autour, les 3 ou 4 qu'il y avait, sur les 4, il y en a 3 qui ont fermé, alors qu'on a une demande énorme de personnel. Donc on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Donc c'est vrai qu'on est obligé de se retourner sur les CFA, sur les lycées techniques, pour trouver d'autres solutions. Comment faites-vous? Vous faites de l'interne aussi chez vous, à votre taille d'entreprise? Vous arrivez à faire des choses en interne pour former vos techniciens? On est obligé de faire ça, parce que c'est vrai que j'ai fait la transition on était tout gaz fuel il y a 10-12 ans, quoi. Et il y a 12 ans, moi j'ai basculé sur la PAC. Bon, j'étais tout seul à le faire. Et depuis, sur les 7 techniciens, on est 4 à faire de la pompe à chaleur, parce que c'est incontournable. Et c'est vrai que là, c'est de la formation interne, formation chez les fabricants. Voilà, et on est obligé de passer par là. Aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Le métier, avant, c'était fuel ou gaz. Maintenant, c'est fuel, gaz, pompe à chaleur, voire bois, voire encore autre chose, solaire. Donc, il faut être capable de faire tout. Est-ce qu'il existe un technicien capable de faire tout cela, ou est-ce qu'il faut les spécialiser? Moi, faire toute énergie, c'est peut-être un peu compliqué. Chez nous, on essaie d'être bivalent. Faire du gaz, de la pompe à chaleur, gaz, fuel... le solaire, tout le monde, on arrive tous à le faire, si vous voulez, ça c'est simple, plus ou moins simple, mais pouvoir faire 2 énergies. Vous n'avez pas de compagnon capable de faire toutes les énergies, un homme parfait? On le garde. si, j'en ai un qui, par rapport à son expérience, a commencé dans les fours où il y avait dans les boulangeries, si vous voulez, où il y avait des fours, des brûleurs gaz, brûleurs fuel. Il était boulanger avant? Il était boulanger avant ou non? Non, il était dans la maintenance, mais industrielle. Et donc il a touché à toute énergie. Donc chez moi, j'ai adapté aux particuliers, ce qui n'est pas forcément simple, et il touche à tout.
On verra dans quelques instants quelles sont les bases que vous voyez les uns et les autres pour faire un bon technicien de maintenance. Est-ce qu'il faut être forcément issu d'un milieu technique ou est-ce qu'on peut venir de n'importe où? On verra ça dans un instant. J'aimerais qu'on écoute Stéphanie Mulin. Alors vous êtes dans un domaine, vous nous l'avez dit, hein, c'est tout ce qui touche au bois, hein, avec des difficultés puisque vous êtes sur une niche du marché. Et là, vous éprouvez vous aussi des difficultés à trouver des techniciens formés à vos appareils. Effectivement, difficulté, c'est un mot faible, vraiment, parce qu'aujourd'hui, on ne trouve personne avec des qualifications dans notre métier, puisqu'on n'a pas de formation vraiment dédiée à cela. Et, donc, ça n'existe pas? Alors, il y a 2 formations en France. Donc, pour les citer, c'est le CTM à ramoneur, mais comme son nom l'indique, c'est pour le ramonage des conduits. Aujourd'hui, notre métier devient de plus en plus technique sur des poêles à granulés ou sur des chaudières granulées au bois. Et bon, savoir ramoler le conduit, c'est bien, mais entretenir aussi l'appareil, c'est primordial. Donc aujourd'hui, on n'a pas de formation dédiée nationalement à notre métier. Donc soit on débauche quelqu'un dans une autre société, pas forcément... Ça se fait pas, ça. On a dit que ça se faisait pas, hein, Roland? Ça se fait pas, ça. Ouais. On laisse les bons éléments à nos confrères. Sinon, après, on recrute et on forme en interne. Et donc, ça met du temps, ça peut mettre du temps. Parce qu'un technicien, pour qu'il puisse être performant, il faut compter à peu près 2 ans pour vraiment bien le former. Et puis, contrairement à la légende populaire, un poêle à bois, ça s'entretient aussi. Exactement, ça s'entretient et on a 2 visites par an. Donc c'est pas, on met juste des granulés ou juste des bûches dans le fourneau et ça tourne en claquant des doigts. Non. C'est une légende urbaine. Samuel Cohen est avec nous aussi pour évoquer ce sujet de la formation. Vous êtes 140, alors peut-être un peu plus, un peu moins depuis qu'on s'est parlé, 140 dont 60 apprentis, c'est la marque de fabrique de l'entreprise. On va y revenir parce que ce sont des apprentis particuliers, vous allez nous expliquer. Vous prenez les gens qui viennent, on parlait ce matin, ça fait un peu le lien avec le recrutement, vous prenez les gens qui viennent frapper à votre porte. Et leur profil, eh bien, ce sont des profils de migrants, puisque ce sont des gens que vous formez. Alors effectivement, ça fait partie des profils qui frappent beaucoup à notre porte et qu'on recrute. L'apprentissage, c'est vraiment au cœur de notre modèle, dans le sens où on envoie toujours des équipes avec un technicien salarié et un apprenti. On a la chance d'avoir des formations qui correspondent à nos métiers, donc on peut bénéficier de l'apprentissage. C'est vrai que si on les recrute directement pour les former alors qu'ils sont recrutés et salariés, ça n'a pas le même coût, c'est pas la même chose. Mais il y a des solutions. Notamment, il y a la POE avec Pôle emploi. Il y a tout un tas de dispositifs qui peuvent être mis en place, soit dit entre parenthèses. Après, effectivement, quand on regarde la population des jeunes aujourd'hui en France, déjà elle se réduit comme peau de chagrin, c'est-à-dire quand on regarde la pyramide des âges, elle est en forme de toupie. Donc à un moment, faut aller vers les profils qui existent et qui sont motivés, quoi. Donc il n'y a pas que les migrants, mais effectivement les migrants, donc officiellement ça s'appelle les mineurs non accompagnés, des gens qui viennent souvent d'Afrique subsaharienne, qui ont traversé les continents pour arriver ici. C'est des jeunes qui ont beaucoup de choses à apporter, qui ont de la motivation, qui ont de l'envie, qui ont de la discipline, qui ont de la reconnaissance, de la fidélité. Donc c'est des publics qui sont intéressants. Mais il y a aussi d'autres types de profils. On en a parlé dans la précédente conférence, il y a les reconvertis, qui sont intéressants aussi. Il y a les jeunes QPV, les jeunes de quartier prioritaire de la ville. Et puis il y a les jeunes femmes pour féminiser les métiers aussi. Nous, on travaille sur ces 4 profils. Ça, c'est vrai, parce que quand on regarde la salle et l'intérieur du salon, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main ou pas loin. Même la main de Mickey, qui n'a que 4 doigts, pourrait suffire ou presque. Un mot sur le travail de fond que ça nécessite, que ce soit, vous l'avez dit, des migrants, des jeunes des quartiers prioritaires de la ville ou d'autres publics. Travail de fond que ça nécessite puisque vous investissez beaucoup dans l'accompagnement. On l'a dit, la formation, voilà, on ne peut pas claquer des doigts, ça ne se fait pas tout seul. Vous leur proposez un certain nombre de choses et j'aimerais qu'on en parle peut-être un peu plus dans le détail. Quel est le parcours chez vous d'un jeune ou d'un moins jeune qui arrive dans l'entreprise ?
Alors chez nous, il y a 2 sujets de formation. Il y a le savoir-faire, donc la technique, parce qu'on est sur des métiers techniques. Donc ça tourne principalement autour des programmes de l'éducation nationale pour les CAP ou pour les BP. Il y a effectivement beaucoup de pratique, parce que sur un CAP, c'est 3 semaines de pratique en entreprise pour 1 semaine de théorique. Et puis après, il y a un deuxième volet qui est aussi important et que vous avez un petit peu évoqué, c'est le savoir-être, c'est les soft skills. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, même s'il est meilleur ouvrier de France, qui fait des soudures qui sont parfaites, s'il ne sait pas parler à un client, s'il ne sait pas s'intégrer dans une équipe, s'il ne maîtrise pas un minimum l'outil informatique, s'il ne sait pas organiser sa journée de travail de manière à être efficace, ça ne peut pas marcher. Et le problème, c'est que tous ces sujets-là ne sont pas abordés dans les formations, dans les programmes de formation. Donc c'est un peu à nous, les employeurs, de proposer des choses pour compléter ces formations-là. En tout cas, nous, c'est le parti qu'on a pris. Et à titre d'exemple, effectivement, pour travailler sur tout ce qui est communication, présentation, on donne des cours de théâtre à nos apprentis tous les lundis. Donc on a 2 comédiennes professionnelles qui viennent dans l'entreprise et qui leur donnent un petit peu, qui leur font faire des exercices, qui leur donnent Et les mettent en situation un peu. Qui les mettent en situation, donc Oui. ils font des situations type qui souvent se produisent dans le parcours du jeune, où il y a du conflit, où il y a parfois du racisme, où il y a tout un tas de choses. Et ils nous ont dit, il y a des jeunes qui nous ont dit que heureusement qu'ils avaient été préparés à ce type de situation, parce que sinon ils seraient plus dans l'entreprise. Ça prend combien de temps entre le moment où quelqu'un frappe à votre porte et a dit, parce que vous l'avez souligné, a envie de venir bosser chez vous, et le moment où vous le lâchez et vous dites il va pouvoir représenter l'entreprise sur le terrain? Ça dépend des profils, ça dépend des jeunes, ça dépend de beaucoup de choses, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de prendre le temps en amont pour bien recruter. C'est-à-dire que des jeunes qui frappent à nos portes, il y en a plein, mais à un moment, il faut être sélectif aussi. C'est-à-dire qu'on recrute un apprenti comme on recrute un salarié, un technicien plus expérimenté. Donc chez nous, le recrutement, c'est des informations collectives à des dates fixes. C'est un test de positionnement. Donc dans l'Infoco, on présente tout le parcours. C'est un test de positionnement où il y a des exercices de français, maths, voilà, pour vraiment voir le niveau du jeune. C'est un stage d'observation, de mise en situation de minimum 2 semaines pour voir s'il arrive à l'heure, s'il est motivé, s'il s'exprime bien, et un entretien. Et au bout de ce parcours-là, les jeunes qu'on recrute, on aura peut-être passé beaucoup de temps, mais par contre, les jeunes qu'on recrute, ils restent. Et après, c'est à nous de travailler. Je dirais la priorité, c'est d'être sûr qu'on a les bons profils pour ne pas perdre notre temps après, quoi. Et puis je reste encore quelques instants avec vous. Vous avez aussi monté votre centre de formation interne. On en a parlé un peu ce matin aussi dans la première table ronde. Voilà, pour bien le maîtriser, la formation sur l'aspect technique, en dehors de ces soft skills que vous venez de décrire. Oui, on a monté notre centre de formation. On aura nos premières classes en septembre à la rentrée. Il y a eu un gros morceau sur Calliope. Donc c'est vraiment un autre métier. Faut vraiment être prêt. Je pense pas que toutes les entreprises aient vocation à monter leur centre de formation, mais il y a des choses qui peuvent se faire en groupement, ou il y a tout un tas d'approches qui sont possibles. Nous, l'idée, c'est effectivement, on a tellement de jeunes que c'est beaucoup plus facile à gérer si c'est internalisé. Et effectivement, même dans la formation technique, on essaye d'innover, de le faire un petit peu différemment pour que ce soit plus adapté à notre époque. Je vous donne un exemple très, très, très parlant. Dans notre atelier, donc là où les jeunes vont manipuler tout ce qui est tuyauterie, vont faire de la soudure, en général dans les CFA, c'est un sol béton brut, quoi, parce qu'on jette des seaux d'eau, il y a du métal en fusion. Et chez nous, dans notre atelier, c'est du parquet. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'expliquer aux jeunes, en fait, vous allez intervenir chez le client. Et la première chose à faire, c'est de connaître votre environnement, de le protéger, de le respecter. Et après, on vous apprend à faire de la soudure. Donc, l'idée aussi d'internaliser le centre de formation, c'est de le faire à notre manière, en phase avec notre clientèle et ce qu'on veut apporter à nos apprentis sans sortir des programmes. Merci. Yannick Bigot, évoquons le technicien un peu de demain aussi. On a parlé de celui d'aujourd'hui, donc avec les soft skills. Je vous ai vu apprécier les propos tenus par Samuel Cohen. Demain, c'est aussi beaucoup de connectivité, de tout ce qu'on appelle l'IoT, donc l'Internet des objets. Il faut aussi, au-delà de
pardon pour l'image, de mettre les mains dans le cambouis, de savoir changer des pièces un peu plus mécaniques, il faudra aussi être capable de maîtriser cet aspect des choses. Oui, la révolution digitale touche aussi nos métiers. Alors déjà, beaucoup de nos techniciens sont équipés d'une tablette, et des tablettes de plus en plus riches de fonctionnalités, donc c'est quasi un ordinateur. Donc il y a là effectivement une formation, ou en tout cas des compétences à avoir sur la maîtrise de ces outils. Alors sur les jeunes générations, c'est peut-être un peu plus facile, mais enfin c'est quand même un sujet. Et puis évidemment, il y a la tendance à plus de technologie, et notamment de technologie de connectivité, avec de la supervision à distance, avec les applications pour nos clients qui permettent de piloter leurs appareils. Et il faut que là, nos techniciens soient à l'aise avec ces techniques, ce qui n'est pas évident. Bon, il y a des effets de génération, mais ces techniques ne sont pas normalisées en plus. Donc il y a une grande diversité de situations. Et donc nous travaillons aussi à la formation d'aujourd'hui et de demain sur ces sujets de connectivité des appareils qui, de notre point de vue, sont vraiment l'avenir, y compris pour les mainteneurs, puisqu'on peut faire pas mal de choses à distance. Un autre élément du futur, c'est les modalités de formation. Classiquement, une formation, c'est une séance en atelier, et puis c'est un cours plus ou moins magistral. Et de plus en plus, on travaille sur des outils de formation plus courts, un peu plus modernes. Alors des e-learning, des vidéos, des tutoriels qui parlent à nos jeunes et qui permettent des séances assez courtes et qui permettent d'intégrer des formations en même temps qu'un emploi du temps opérationnel, quoi, sur le terrain. Un mot sur la dimension aussi commerciale, ça a été dit par l'un d'entre vous, même peut-être par tout le monde. Le technicien de maintenance, ça n'est pas simplement celui qui change la pièce, mais voilà, c'est celui, et Roland Bouquet le dit souvent dans les réunions, même parfois en mode disque rayé, mais c'est vrai que c'est la pédagogie du disque rayé qui fait que ça fonctionne. C'est celui qui rentre aussi chez le client, et aujourd'hui, peu de professions peuvent, entre guillemets, se vanter de rentrer chez le client. Donc ça, c'est une dimension importante à développer aussi. Absolument. Et donc, je parlais tout à l'heure du concept de relation client. Savoir effectivement se présenter, écouter son client, lui demander si tout se passe bien, s'il a compris comment fonctionne l'appareil, et puis quelles sont les questions qu'il a. Et actuellement, nos clients ont beaucoup de questions, notamment nos clients qui ont des appareils à gaz, donc se posent beaucoup de questions sur l'avenir. Et là, il faut qu'on soit capable de donner des éléments de réponse, des outils à nos techniciens pour répondre à ces questions. Et on arrive à une situation de conseil, en fait, à une fonction de conseil. Donc c'est pour les techniciens qui ont déjà une certaine expérience, mais ça fait partie de nos objectifs. Question à Stéphanie et Thierry sur les compétences nécessaires pour devenir un bon technicien. Ça fait le lien aussi encore et toujours avec la première table ronde sur cette pénurie. Faut-il avoir des compétences? Et la question que je posais en début de table ronde est de vraiment quelqu'un de technicien, ou un littéraire, quelqu'un qui a fait du commerce peut venir vous rejoindre? Stéphanie, Oui. Quelles sont les bases? Effectivement, moi, quand je suis amenée à recruter, je vais regarder des compétences techniques, entre guillemets. On a par exemple embauché un mécanicien auto. Donc on se dit qu'effectivement, il peut avoir l'esprit de diagnostic. Il y a aussi le savoir-être qui est important, mine de rien. Comme on disait tout à l'heure, hein, ils sont amenés à aller chez des clients particuliers, à rentrer chez les gens. Après, c'est vraiment voilà, un profil de compétences techniques quand même qu'on recherche. Mécanicien, peintre, peu importe, mais qui puisse avoir cet esprit de diagnostic, surtout. Précédemment, vous nous évoquiez les ramoneurs qui sont un des centres de formation qui existent en France, hein, si j'ai bien compris. Mais est-ce que ce profil peut vous servir ensuite pour les faire monter en compétences? Tout à fait, tout à fait. Donc ils ont déjà une base donc, sur la partie des conduits, c'est déjà bien, on ne part pas de zéro. Et ensuite, on les fait monter en compétences sur la technicité des appareils, que ce soit sur les poêles à bois, poêles à granulés ou chaudières à granulés derrière. Oui. Thierry Kowalski, quelle est votre vision, vous, du technicien, du futur technicien que vous embauchez et que vous pouvez faire monter en compétences? De quoi a-t-il besoin au départ? Si on peut avoir une personne qui a une base technique, c'est l'idéal.
Mais par rapport au nombre de personnes qu'on peut recruter, ce n'est pas forcément le cas. Donc il faut qu'ils soient déjà motivés, qu'ils veuillent apprendre aussi. Et à partir de là, on va le former en interne. On va faire tourner avec les autres gars qui savent, qui vont leur transmettre le métier, comment on travaille exactement, et après l'envoyer chez les fabricants pour le former. Est-ce que le syndicat serait la bonne maille pour créer des centres de formation, selon vous? Je pense que ça serait une bonne piste de pouvoir faire ça, créer un centre de formation propre au syndicat pour pouvoir former soit des reconversions, soit des jeunes à nos métiers. Et puis alors vous avez une autre idée, c'est très, très dans l'air du temps, c'est de faire une sorte d'émission un peu, alors pas Koh-Lanta ou The Voice ou le Loft, mais quelque chose pour les jeunes, véritablement imaginer un produit pour leur montrer toutes les facettes du métier. Non, mais le problème, c'est qu'actuellement, c'est à la mode. C'est tout ce qui passe à la télé pour les jeunes, que ce soit les pâtissiers, les boulangers ou autres. S'ils voient, ils vont vouloir s'intéresser à ça. Alors nous, c'est vrai qu'on est un métier de maintenance. C'est tellement diffus, vague pour eux qu'ils ne savent pas vers quoi ils vont. Donc il faut aller leur présenter. Donc c'est peut-être une idée. Donc voilà, Cyril et Roland ont noté cette idée. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour nos 4 invités sur ce technicien du futur? J'ouvre une parenthèse en me posant la question là, de façon tout à fait spontanée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire dans la dénomination pour attirer, être un peu plus attractif, un peu plus sexy? Technicien de maintenance, est-ce que ça fait encore kiffer grave les jeunes? J'essaye d'être jeune, mais je sais que je n'y arrive plus. Nous, déjà, c'est trop tard. On pense au concept de génie climatique. Parce que technicien de maintenance, chauffage, on pense tout de suite à la chaudière. C'est finalement un peu étroit. Et de plus en plus, comme on demande effectivement une certaine polyvalence, voilà, le concept de génie climatique, de ce point de vue, peut sans doute s'appliquer. Après, ce sont des techniciens. On ne va pas non plus les appeler ingénieurs. Ils sont des techniciens, mais bon, d'accord, mais ils vont chez le client, ils sont commerciaux, ils font beaucoup de choses, ils font beaucoup de dimensions. Oui, mais c'est un beau métier, le métier de technicien. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus le passer sous silence. C'est plus sur le champ d'action. Et le champ d'action, il est plus large. Maintenant, il s'élargit au fil des années et de la diversification qu'on connaît. Donc un peu de génie climatique. Stéphanie Muller, vous êtes d'accord sur cette possible redéfinition? Oui, tout à fait. Enfin, c'est vrai que technicien, on est tous techniciens, hein, donc il ne faut pas avoir peur de ce mot. Je le trouve très intéressant. Après, effectivement, c'est là où on devient plus polyvalent. C'est dans les énergies, puisqu'aujourd'hui, on a toutes les énergies, gaz, fuel, bois, granulé, photovoltaïque, vapeur, etc. Et on a bien compris, et d'après ce que vous me dites, qu'à part des cas exceptionnels, on pourra être juste 2 énergies, mais il ne faut pas rêver, ce seront plutôt des experts d'un domaine plutôt que des multi-énergies. Y a-t-il des questions, des illustrations dans la salle par rapport à ce thème sur le technicien de demain? Une main se lève. Est-ce que vous pourriez venir au moins jusqu'ici, comme ça je vous prête mon micro, si vous voulez bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, je me présente rapidement. Je suis le président d'une nouvelle société d'il y a 1 an. Voilà. Avec mon associé, Monsieur Mathieu, effectivement, on se demande si on va recruter demain. Mais il faut recruter tôt. Et en parlant de pénurie de techniciens, il y a aussi des pénuries de formateurs dans les écoles. Donc pourquoi ne pas aller directement dans les lycées où il manque des formateurs pour former les jeunes? C'était une question, donc je ne suis pas sûr que nous aurons la réponse ici. Cyril. Merci pour cette question. Peut-être en complément de réponse, on a signé tout à l'heure une convention avec le Greta, Synasav Greta, pour justement travailler à la source, faire en sorte que ces jeunes ils soient directement drivés dans nos entreprises adhérentes du Synasav. Donc ça, c'est un premier pas. Ensuite, il y avait un sujet sur comment rendre la maintenance sexy. Il y a aussi des projets au Synasav, vous nous connaissez, on est plein de surprises. Et on travaille prochainement sur des capsules vidéo qui vont pouvoir bien valoriser nos métiers et surprendre plus d'un homme et femme pour venir sur nos métiers. Voilà, donc on y travaille avec le Greta. Et merci à eux, on a signé tout à l'heure
la convention de partenariat. Et c'est un début vers de nombreuses signatures et évolutions, en tout cas en ce sens. Si Mais je vous en prie, Stéphanie. Donc ça, c'est un sujet aussi sur lequel on a avancé Vita Fire avec l'Académie du Rhône pour pouvoir former les formateurs sur le métier de la maintenance des appareils de chauffage au bois. Je parle encore de mon domaine, mais c'est très important effectivement, si on veut former des jeunes, c'est logique et impensable de ne pas former les formateurs qui vont dispenser les formations de demain. Merci. Tiens, voilà, un micro. Bonjour à tous. C'est une tête connue. Si vous avez suivi un débat SINASAV récemment, voilà, on a pu apprécier son sourire. Anne-Sophie Dequener, je suis présidente de Région Bretagne. En complément de ce qui s'est dit, je voulais rappeler le travail du SINASAV sur le bac pro, puisqu'on parlait d'appellation et de dénomination. On a été acteur pour transformer le nom technicien TEMSEC en bac pro M2E, c'est-à-dire maintenance et efficacité énergétique. Je pense que c'est important de le saluer parce que, effectivement, on est sur du savoir-être, on est sur du conseil, on est sur une action à la fois de la maintenance, mais aussi du conseil sur du remplacement d'équipements. On étend les énergies à la qualité de l'air, etc. Et puis, comme l'a dit Eric tout à l'heure, je voulais aussi vous informer qu'on travaille sur le BTS. Cette fois, je le fais, Roland. Un BTS parce que il ne faut pas oublier, oui, on forme des jeunes, on forme de la reconversion. Il ne faut pas décorréler quand même la logique du diagnostic, qui là, je crois, est issue vraiment d'une formation technique, avec tout ce que peut apporter quelqu'un en savoir-être, mais conserver cette logique du diagnostic avec le vrai rôle de technicien, et puis le savoir-être sur aussi un rôle un petit peu supérieur de niveau BTS qui va permettre de moderniser, d'innover, d'amener un peu de management, d'amener de l'organisation des tournées, l'optimisation un petit peu sur le fonctionnement de nos sociétés. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Alors, je fais le lien justement avec l'intervenante pour poser peut-être une dernière question à Samuel, puisque vous avez énormément d'apprentis dans la formation. On a bien compris que vous investissiez beaucoup sur la différenciation entre les différents publics, que ce soit des jeunes des QPV, des jeunes migrants, des femmes. Il ne faut pas vouloir faire passer tout le monde sous la même porte et différencier chaque parcours. Effectivement, c'est un petit peu toute la difficulté de mettre un cadre qui est commun pour tout le monde et en même temps de s'adapter à tous les profils et tous les parcours. Après, il y a effectivement des forces et faiblesses, entre guillemets, spécifiques à chaque type de profil, et c'est en apprenant à les connaître qu'on apprend à interagir avec ces jeunes-là. Faut être ouvert, faut les écouter et faut pas, je pense, se braquer sur la première impression qui renvoie. Après, juste pour rebondir sur ce qui a été dit et la question qui a été posée par monsieur, je pense que c'est important aussi quand on parle de formateur de se rendre compte que 50 à 75% de la formation, elle se fait dans l'entreprise. Quand on est en CAP, c'est 3 semaines sur 4. Et il faut se poser la question, comment je forme en interne mes techniciens pour que eux forment les apprentis. Donc c'est tout le sujet de apprendre à apprendre. Et en fait, c'est aussi important, si ce n'est plus que les formateurs en CFA et en lycée. Première chose. Et deuxième chose, sur le sujet de l'attractivité des métiers, c'est super, enfin, ce que fait le SINASAV. Moi, je les ai vus, ces vidéos, et elles sont super bien faites. Et c'est indispensable, mais ça ne résoudra pas tous les problèmes. Moi, je vois un petit peu le sujet de la communication, de l'attractivité métier, un peu comme à une époque, on s'est tous mis à parler de référencement sur Internet. Toutes les entreprises s'y sont mises, et au final, on se retrouve à payer des budgets de référencement pour se retrouver finalement dans la moyenne, pour ne pas perdre pied. Et ce que fait le SINASAV, toutes les branches, toutes les professions le font avec plus ou moins de réussite, mais en fait le niveau global est en train de monter. Donc la question, c'est comment je continue d'attirer des gens alors que tous les métiers essayent de les attirer. Comment je raconte une histoire qui est particulière, qui est unique au niveau même de vos entreprises, de nos entreprises. Se différencier, c'est un bel objectif pour l'équipe de Cyril et de Roland. D'autres questions ?
sur le sujet? Pas de questions. Si, voilà, on vous apporte le micro, Vincent, on vous apporte le micro. C'est un précédent intervenant. J'avais juste une question. Donc, tu es à près de 50% de l'effectif en apprentissage. Et du coup, est-ce que tu arrives à proposer des parcours pro dans ton entreprise ou est-ce que du coup, ils partent ailleurs ensuite? Et c'est quoi l'engagement moral que tu proposes à tes apprentis? L'engagement moral, c'est de les emmener à l'employabilité, que ce soit chez nous ou ailleurs. Effectivement, dans la mesure du possible, c'est chez nous qu'on voudrait les recruter. On a fait le bilan pour cette année, on a recruté 25% de nos apprentis. Donc c'est un bon chiffre, ça peut être mieux. On n'a pas forcément toujours suffisamment de postes aussi, hein, ça dépend aussi du besoin. Mais l'important, c'est s'ils ne restent pas chez nous, de pouvoir les emmener dans une autre entreprise. Parfois, ça leur fait du bien aussi. Nous, on les incite à aller voir ailleurs aussi parce que quand ils ont vu qu'une entreprise, ils ont vite tendance à voir les défauts et à pas se rendre compte de comment c'est ailleurs. Donc pour moi, ça fait aussi partie du parcours de leur dire va voir aussi ailleurs, tu restes un peu dans notre giron et on en reparle dans quelques temps. Merci en tous les cas, merci à tous les quatre. Aussi, vous pouvez chaleureusement les applaudir. Merci. On se retrouve à 12h15 précisément avec une jeune femme extraordinaire qui sort des sentiers battus et qui va nous parler du dépassement de soi, Marine Leleu. Et je vous rappelle que si vous le souhaitez, un véhicule au GNV est juste devant l'entrée de ce congrès. Si vous voulez le suivre, le regarder de près, il est à votre disposition. Voilà, tout à l'heure, 12h15 avec Marine. Merci.